Bonsoir. Au Cameroun, en général, lorsqu'il y a un événement malheureux, précisément avec mort d'homme, la chose quasi sûre après, c'est la bataille autour des chiffres, ensuite les accusations qui fusent de part et d'autre. Le contexte aidant, gouvernement et opposition se renvoient la faute. Et c'est ainsi pendant des jours, semaines, voire des mois. À terme, l'événement en lui-même est éclipsé par chaque camp qui veut à tout prix et à tous les prix montrer son innocence et sa loyauté. Que ce soit au sujet de l'éboulement de Ngouaché à Bafoussam dans la région de l'Ouest ou du drame de Ngarbour dans le Ndongamantoum dans la région du Nord-Ouest, jusqu'à ce jour, le nombre de morts reste au cœur des débats. S'agissant de l'incident malheureux du 14 février dernier, l'on a eu droit à une flopée de communiqués et autres points de presse. Une commission d'enquête a été mise sur pied sur ordre du président de la République, question d'avoir le fin mot de l'histoire. Le 23 avril dernier, elle a rendu son verdict. Là encore, on parle des chiffres. Au départ, un camp avançait 22, un autre 5. Le rapport, lui, parle de 10. Est-ce nécessaire et même important dans ce type de situation? Quelles leçons tirer? L'invité de ce soir nous donnera son point de vue. Avec lui, nous reviendrons également sur la pandémie du coronavirus. Face à ces crises, auxquelles il faut ajouter celles sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à l'extrême nord et à l'est du pays, plus que jamais, la communication est importante. Et ça tombe plutôt bien, notre invité est façonné dans ce moule. Lui qui, après ses études de droit à l'université de Yaoundé, s'envole pour l'Hexagone où il va étudier le journalisme. Sa quête du savoir dans le domaine va le mener jusqu'à l'édition. Une branche certes nouvelle pour l'Afrique à ce moment-là, mais ô combien importante en communication, car lui-même aime à le dire et le répéter, il n'y a pas de communication sans édition. Il sera d'ailleurs jusqu'au début des années 2000 l'un des premiers, sinon le deuxième Africain, ayant un doctorat en édition. Enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, également à l'université de Yaoundé 1. Après avoir été pendant de nombreuses années conseiller technique puis inspecteur général au ministère de la Communication, il en est le secrétaire général aujourd'hui. Le professeur Félix Zogo est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui suis honoré de compter parmi vos invités. Alors professeur, avant de mettre le pied dans le plat, j'aimerais quand même avoir votre avis sur l'actualité. Quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine au Cameroun? Je pense la plus récente certainement, qui est une actualité politique. Comme vous savez, nous venons d'apprendre que l'un de nos premiers lieutenants, je parle en tant que militant d'un parti, vous comprendrez lequel, aujourd'hui a donné une importante conférence de presse au cours de laquelle il informait l'opinion publique de sa décision de démissionner du parti qu'il créa naguère, le mouvement progressiste, je crois, pour revenir à ses premières amours, c'est-à-dire pour rentrer à la maison. Voilà, il s'agit donc de M. Ekindi, à qui, très humblement, je souhaite la bienvenue chez lui. Mais est-ce que vous pensez qu'il sera, vous souhaitez la bienvenue, mais est-ce qu'il sera vraiment accueilli? Parce qu'entre-temps, il y a des autres militants qui se sont battus, il a quitté la maison. Certains l'ont gardé en bon état. Est-ce que vraiment il va retrouver sa place dans vos rangs? Écoutez, le RDPC, comme son nom l'indique, est un parti de rassemblement. Il est ouvert. Il est ouvert à qui voudrait lui prêter main forte pour porter ses idéaux au plus loin. Et puis, M. Ekindi n'est pas n'importe qui. En termes de parcours déjà, même académique et professionnel. C'est un polytechnicien, l'un des rares qu'on ait pu compter dans notre pays. Et lorsqu'il a rejoint le Cameroun, il a quand même dirigé ce que fut la grande section section départementale dans le Vouri, le Grand Vouri,
pas celui qui est actuellement sectionné. Donc, il est allé, il a créé ce parti politique, le mouvement progressiste. On l'a vu travailler en tant qu'homme politique, en tant que bâtisseur, en tant que quelqu'un qui a participé activement au débat politique dans notre pays et qui forcément a fait bouger les lignes. Donc c'est un atout, c'est plutôt un atout pour ce parti, pour le RDPC, de pouvoir compter à nouveau dans ses rangs un homme de la trame de monsieur Ekini. Alors si c'est un atout pour votre formation politique, mais dans la sphère politique générale, comment expliquer cela? Je précise un peu. Hier, on a dit le leader du SDF, il pactise avec le parti au pouvoir. Depuis 2018, il se dit aussi que le leader du PCRN est un peu allié au pouvoir. Est-ce qu'à la fin, la crédibilité de l'homme politique camerounais n'est pas entachée? Est-ce qu'à la fin, on peut dire qu'on a une opposition au Cameroun avec ce genre de comportement? Écoutez, la politique n'est pas une guerre de tranchées. Nous sommes tous des Camerounais et les Camerounais que nous sommes avons opté pour une diversité idéologique, au niveau des choix idéologiques, même contradictoires, parce que c'est de la contradiction que naît la vérité et l'impulsion vers l'avant. Mais maintenant, je pense que s'il y a plutôt une chose qui ait pu manquer à notre landerneau politique au Cameroun, c'est ce qu'on appelle en politique les consensus. On a beau être différents, il y a des valeurs, n'importe comment, que l'on partage. Et lorsqu'on peut être des adversaires politiques, mais partager des valeurs communes. Par exemple, l'unité de d'autres pays, à la base, qui est une valeur fondamentale. Autre exemple, la paix dans notre pays. Autre exemple, la tolérance mutuelle, le refus de la violence. Ce sont des valeurs que l'on peut partager. Et si on regarde un peu chez ceux qui nous ont précédés dans cette aventure démocratique, donc les pays qui nous y ont précédés, je veux parler de la démocratie libérale, comme on aime à l'appeler, eh bien, il y a des grands, on va dire, des grands clivages politiques. On parle en France de la gauche. À l'intérieur de la gauche, on trouve une multitude des partis de gauche. On parle de la droite, on trouve une multitude de partis de droite, et on parle même du centre. Donc, à l'intérieur de ces grands clivages, il peut y avoir des passerelles. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre ce genre de situation. Le SDF, par exemple, ou je vais prendre un autre parti, l'UDC, ne sont pas des ennemis du RDPC. Le RDPC n'est pas leur ennemi. D'ailleurs, au plan humain, ce sont des gens... tous des amis. Mais bien sûr, ce sont des gens que nous rencontrons et avec lesquels nous avons des discussions au cours desquelles, certes, nos différences peuvent se ressentir, mais également nos convergences, in fine, alors que ce furent des divergences au départ. Donc, non, il y a une opposition au Cameroun. Cette opposition-là, elle joue son rôle, mais cela ne voudrait pas dire que cette opposition devrait être une opposition absolue sur tout ce qui est en devenir dans notre pays. Tout comme le parti qui est au pouvoir, il doit savoir tendre la main, ouvrir l'oreille, ses oreilles pour écouter ce qui se passe, y compris dans l'opposition. Donc, ceux qui font ce procès à notre paysage politique le font à tort. Il y a bel et bien une opposition et il n'est pas interdit qu'une opposition discute avec
avec un gouvernement au pouvoir. Et le même point de vue que le gouvernement. Voilà, tout à fait. Alors, une autre actualité, hein, peut-être que du côté de Yaoundé cette fois-ci, c'est le professeur Maurice Kamto qui va offrir, qui a offert ce matin à midi, selon son communiqué, des dons en matériel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au président du Management Committee de Survival, Christian Pendey-Koka. Un commentaire? Mais écoutez, commentaire, c'est un commentaire qui va de soi. Nous faisons face à une pandémie, une grave pandémie, certainement l'une des plus graves que le monde ait jamais connue. Et toutes les initiatives sont bonnes. C'est une bonne initiative parce qu'en fin de compte, celui qui tire le plus grand bénéfice de cela, même si nous savons naturellement que tout homme politique a toujours une idée de récupération, j'allais dire, c'est naturel pour un homme politique. Mais en fin de compte, ces dons vont vers qui? Ils vont vers ceux qui en ont besoin. Donc ces populations, aujourd'hui, vous, moi, d'autres peut-être même plus vulnérables que nous, et qui ont besoin effectivement d'être secourus, d'être aidés. La question qui a peut-être un peu fâché à un moment donné, c'est que lorsqu'on est en démocratie, il y a des règles. Et lorsqu'on veut poser un acte, ben, il faut s'assurer que, ce faisant, cet acte-là respecte les règles qui sont en vigueur. Mais est-ce qu'à situation compliquée, on ne peut pas comprendre que il s'agit des vies? Est-ce que là, il n'y a pas une loi aussi, ou alors un contournement de la loi à ce moment-là? Puisque le but principal, c'est la population, c'est venir en aide à la population. Oui, je vous comprends parfaitement, mais vous savez, si ces règles existent, c'est bien parce qu'il faut bien prendre garde, parce que derrière une volonté affichée de poser un acte positif, il y a des risques de dévoiement. Est-ce que c'est parce que c'est Maurice Kamto? Est-ce que si c'était M. Lambda, ce serait pareil? Non, pourquoi? M. Kamto ce n'est pas un paria. Pourquoi est-ce que ce serait lui? Il n'y a pas un acharnement contre lui. Pour parler concrètement de cette situation, on vous dit, ben, écoutez, pour faire un appel à la générosité publique, Oui. eh bien, il faudrait faire une demande à l'administration, c'est-à-dire le ministère, qui est chargé de donner ces autorisations. C'est tout. Alors, vous voulez faire appel à la générosité publique, eh bien, et le Cameroun ne fait pas exception en la matière. C'est une formalité. Et lorsqu'on pose une formalité comme celle-là, c'est que, eh bien, on fait appel à la générosité publique. Il faut s'assurer de la destination, n'est-ce pas, de ce que le public offre pour une cause donnée. Il faut donc une certaine traçabilité. On a vu même dans des pays très avancés, on a vu des appels à la générosité publique mal tournés parce que ils n'avaient pas toujours été, in fine, destinés aux populations ou alors à la cause qui était déclarée. Mais donc, ce problème peut être également, comment je vais dire ça, ramené au Cameroun. On se souvient du coup de cœur au Lion en 1994. La mallette, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas dans quel pays elle a atterri. Alors, est-ce que là aussi, on n'a pas un problème de traçabilité, même quand c'est le gouvernement qui... Oui, et c'est-à-dire que vous avez vous-même prononcé le mot, le gouvernement. Le gouvernement dispose d'une légitimité, c'est-à-dire qu'il a un monopole sur des actes qu'il ne peut pas ne pas poser. Il ne peut pas ne pas poser, donc on ne doit pas assimiler un gouvernement à une initiative civile et privée. Il est en devoir de poser un acte comme celui-là.
Et donc, il le pose. Et vous avez pris cet exemple. Évidemment, vous savez, lorsque un gouvernement apprivoise des fonds, ces fonds deviennent des fonds publics. Et il y a toute une législation qui encadre la gestion des fonds publics. Donc même le gouvernement n'est pas libre. Quand vous avez des fonds publics à gérer, vous avez des contraintes. Et ces contraintes, elles sont inscrites dans les lois, elles sont inscrites dans les règlements, et vous devez en répondre. Vous devez répondre de la gestion de ces fonds. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Sauf que là, sur 94, on n'a pas rendu compte. La mallette n'a jamais atterri quelque part. Donc, est-ce que vous comprenez à ce moment-là, par exemple, des politiques qui estiment que, concernant le fonds spécial, tout au moins le fonds spécial de solidarité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, que la gestion ne soit pas donnée au gouvernement parce qu'il n'est plus crédible, parce qu'on l'a vu faire avant et on n'a pas eu de traçabilité. Et quand dans le rétroviseur, on voit tous ces membres du même gouvernement en prison pour détournement de deniers publics, il y a lieu de s'inquiéter. Est-ce que vous ne pouvez pas confier la gestion de ces fonds spéciaux-là, par exemple, à la société civile? Ben, écoutez, vous dites que le gouvernement n'est pas crédible. C'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Bon, peut-être pas vous, mais ceux qui le disent, si l'on prend l'exemple de certains d'entre eux, et en l'occurrence celui dont vous avez parlé, il fut membre de ce gouvernement. Il a démissionné. Oui, il a démissionné, pas parce que le gouvernement était illégitime, à son sens, mais parce qu'il avait envie de faire autre chose en dehors du gouvernement. Donc, dire qu'un gouvernement est illégitime, il ne suffit pas de le dire. Les détournements des deniers publics et les atteintes à la fortune publique sont légion de par le monde. De par le monde. Est-ce qu'on ne peut pas faire exception? Exception? Ben oui, c'est une quête, c'est une aspiration. Parce que construire, bâtir une société, c'est une œuvre humaine. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les détournements des deniers publics ne sont pas l'apanage des fonctionnaires ou des hommes politiques au pouvoir. Vous savez, à trop remuer la boue, on pourrait y trouver, n'est-ce pas, des vers. Et peut-être que certains auraient des surprises. On nous dit, il y a des hauts commis de l'État, naguère hauts commis de l'État, qui sont aujourd'hui en délicatesse avec la justice. Devrions nous en féliciter. Parce qu'ailleurs, il y a de très hauts commis de l'État qui bénéficient d'une immunité de fait. Et donc cela voudrait dire que nous sommes un État de droit et que nul n'est au-dessus de la loi. Si ces hauts fonctionnaires, ces hauts responsables de l'État se retrouvent aujourd'hui dans ces situations, certains avec déjà des condamnations lourdes, eh bien on devrait plutôt s'en féliciter. La légitimité ou la non-légitimité d'un pouvoir. La crédibilité aussi. Ou la crédibilité se mesure à l'aune d'un certain nombre d'indicateurs. Lorsqu'on est en démocratie, il y a des indicateurs qui existent pour dire si un gouvernement est légitime ou s'il est crédible ou alors s'il ne l'est pas, a contrario. Le premier de ces indicateurs, eh bien, c'est la volonté du peuple. Et lorsqu'elle s'est exprimée, eh bien, en faveur d'une option ou d'un programme politique incarné par des femmes et des hommes qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir conduire les affaires du pays, eh bien, le respect de cette démocratie impose aux autres de comprendre et d'agir en considérant que ce gouvernement, ce pouvoir est légitime parce qu'il émane de la volonté du peuple. Mais il n'interdit pas de critiquer. Ben, vous savez, au Cameroun, on critique tout. Avez-vous seulement vu, à commencer par les médias,
et même dans la rue, au niveau du landerneau politique, mais je ne sais pas s'il y a un pays au monde où les gouvernements, où le gouvernement, où oui, on va dire le gouvernement est aussi critiqué, les institutions sont aussi ouvertement critiquées. Mais c'est pas à au tort. Cameroun. Est-ce que là, vous voulez dire qu'on critique pour critiquer? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une remise en question de votre côté? Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, on nous critique beaucoup, il faut peut-être qu'on s'arrête aussi pour regarder qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le gouvernement fait. Mais je vous dis, la volonté, la seule volonté, le seul censeur de la légitimité, c'est le peuple. Et ne vous y méprenez pas. Il n'est pas aussi naïf que vous pourriez le penser. Il ne suffit pas de proclamer qu'on est plus légitime que tel pour l'être. Il faut pouvoir aller demander, parce qu'en démocratie, comme la décomposition étymologique l'indique, eh bien, c'est le pouvoir, le gouvernement, par le peuple. Et il y a des règles qui ont été mises en place en matière de démocratie indirecte, par exemple, démocratie représentative, je veux dire, eh bien, on va demander au peuple, qui voulez-vous qu'il soit président de la République? Qui voulez-vous qu'il soit député? Qui voulez-vous qu'il soit conseiller municipal? Qui voulez-vous qu'il soit sénateur? Et il s'exprime. Une fois qu'il s'est exprimé, même si vous avez, il ne s'est pas exprimé en votre faveur, respectez sa volonté. Pas seulement ceux qui ont été choisis, mais respectez la volonté du peuple, parce que c'est ainsi que fonctionne toute démocratie. Très bien. Là, je m'exprime devant l'homme politique, l'enseignant, le secrétaire général du ministère de la Communication, ou tout ça à la fois? Ben, je pense tout ça à la fois. Très bien. Nous allons donc commencer par les événements de Ngarbour. Le 14 février dernier, on le sait, des civils ont perdu la vie dans ce village du Ndongamandon, dans la région du Nord-Ouest. Alors, quel est l'adjectif qu'il faut utiliser ici? Est-ce que c'est une tuerie, c'est un crime, c'est un drame, c'est un massacre? Quel est l'adjectif qui sied aujourd'hui? Ben, écoutez, on va partir simplement de ce qui s'est passé sur la foi du rapport de la commission d'expertise commise par le chef de l'État. Le président de la République. Mais on va très rapidement répondre à votre question. Il ressort de ce rapport, tel que ces axes majeurs ont été rendus publics, ces grandes lignes ont été rendues publiques par le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qu'un détachement est allé en reconnaissance. Laissons-nous dire par les experts militaires ce que c'est qu'une reconnaissance. Vous allez faire un peu, si vous voulez, regarder les lieux pour voir qu'est-ce qui s'y passe et en cas d'intervention, comment vous allez pouvoir intervenir. Ce n'est donc pas une opération de combat. Il n'y avait pas d'opération de combat. Le rapport est clair là-dessus. C'est une mission de reconnaissance. Au cours de cette mission de reconnaissance, il y a eu des échanges de coups de feu entre des insurgés, des assaillants, séparatistes, et 3 éléments de ce détachement. Ils étaient 5, et Ngarbour est concerné par 3, ou si vous voulez, 3 sont concernés par Ngarbour. Il y a eu des coups de feu. Au cours de ces coups de feu, d'ailleurs, il y a un certain nombre de séparatistes qui sont restés sur le carreau. Sauf que, lorsqu'ils arrivent à l'intérieur du village, ils constatent qu'en plus de ces victimes, j'allais dire, qui sont légitimes, il y a malheureusement des victimes civiles. Il ne peut donc pas s'agir d'un massacre, il ne peut s'agir que d'un accident. Et ce genre d'accident s'appelle, en langage militaire, une bavure.
Et c'est ce que l'enquête a établi. Un massacre, c'est une décision qui est prise délibérément pour aller, n'est-ce pas, ôter la vie d'une manière ou d'une autre à des gens qui sont protégés par les lois de la République, ça veut dire les civils, qui eux ne prennent pas part au combat. Oui. On a généralisé le substantif de massacre de manière intéressée, justement parce que on voulait faire penser dans l'entreprise de stigmatisation de nos forces de défense et de sécurité qui est menée par certains. Il s'agit de dire que l'armée camerounaise est une armée qui, dont le travail consiste à tuer des civils. À tuer des civils. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'au contraire, cette armée qui a montré, qui a fait ses preuves à travers le monde, à travers des missions de paix qui ne sont pas, des missions internationales de paix qui ne sont pas les plus faciles, ne peut pas se livrer à ce genre d'activité. Mais elle peut commettre des fautes, malgré elle. Parce que ce sont des humains, surtout lorsque civils et militaires s'entremêlent sur un lieu de combat. Ce genre de choses peut arriver. Parce qu'au moins ce qui est, admis et démontré, c'est que ce village-là était devenu tout de même un repère de criminels. C'était une place forte de ces assaillants. Ils y étaient installés, ils avaient pris leur quartier et ils se livraient à toutes sortes de trafics sur même les informations, sur la base des informations qui avaient été données à l'armée par les populations qui subissaient les exactions de ces hors-la-loi. Donc, l'armée avait le devoir d'intervenir, elle y est allée. Malheureusement, cet incident s'est déroulé de la sorte. On ne peut que regretter de tels incidents, parce qu'on ne fait pas la guerre contre des civils, on fait la guerre contre ceux qui nous imposent et qui sont armés comme les autres. Donc, c'est une situation regrettable. Ceux qui l'ont fait, même si c'est malgré eux, le chef de l'État a instruit qu'ils en répondent devant la justice, dans les conditions prévues, n'est-ce pas, par la loi. Ils ont, face à cette situation d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils n'y étaient pas allés pour cela, c'est qu'en réalité, ils ont paniqué. Si ils avaient estimé qu'il était tout à fait normal de tuer comme ça des enfants et des femmes, ils n'auraient pas tenté de dissimuler les corps des victimes. Ils ont tenté de dissimuler parce qu'ils avaient bien compris que ce n'était pas leur mission. Leur mission n'était pas d'ôter la vie à ces femmes et à ces enfants. Alors, c'est le président de la République qui a commandé cette enquête supplémentaire pour avoir plus de clarification. Normalement, quand le résultat sort, qui est-ce qui devrait rendre ces résultats publics? Sachant que c'est le président de la République qui a commandé. Qui doit rendre public ces résultats, puisque ça s'est vu davantage dans les médias? Pourquoi vous, porte-parole, vous n'avez pas rendu public ce rapport? Ben, écoutez, vous l'avez dit vous-même, c'est le président de la République qui a ordonné une enquête. C'est une enquête administrative, hein, parce que maintenant que la justice est saisie, il y aura une enquête judiciaire, après une instruction et après un jugement. Alors, les résultats de l'enquête lui sont donc adressés. Et il prend la décision de rendre public certains aspects, je suppose, des résultats de cette enquête.
Et il choisit les modalités à travers lesquelles il le fait. Il a demandé à son secrétaire général, le secrétaire général de la présidence de la République, de rendre public, n'est-ce pas, ces aspects-là, et c'est ce qui a été fait. Je voudrais juste préciser que le pouvoir exécutif est constitué du chef de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, et du gouvernement par ailleurs. Et du gouvernement, c'est donc un exécutif bicéphale. Le gouvernement dont le chef est le Premier ministre, chef du gouvernement. Le chef de l'État, dans une posture comme celle-là, peut prendre la décision qui lui semble la plus opportune. Et cela s'est passé de cette manière-là. Je sais très bien que par la suite, lorsqu'on on a écouté un peu ce qui nous revenait par médias interposés, que certains voyaient déjà là une espèce de désaveu. Oui, voilà, une espèce de désaveu. La question, est-ce que c'est pas un désaveu, sachant surtout que après ce drame, vous avez fait des communiqués, des points de presse. Est-ce qu'à la fin, c'était pas pour vous dire patientez, calmez-vous, je sais pas. Alors, c'est peut-être ne pas connaître assez parfaitement comment se déroule la communication gouvernementale. La communication gouvernementale, qui est une communication institutionnelle, est une communication fortement hiérarchisée. Un ministre de la communication, fut-il porte-parole du gouvernement, sur des questions qui relèvent de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République, et la défense en État, comme d'ailleurs les affaires étrangères, eh bien, ne prend pas la parole de son propre chef. Il reçoit des instructions. Il reçoit des instructions et il reçoit des éléments de langage des administrations techniques qui sont concernées. Et c'est ainsi qu'il communique. C'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez, et ça c'est encore une critique qu'on nous adresse, pourquoi mettez-vous tant de temps avant de réagir aux situations qui sont des situations pressantes? Deux raisons à cela. La première raison, c'est que il faut en recevoir l'ordre. La deuxième raison, c'est qu'il faut disposer des éléments suffisamment pertinents pour pouvoir les communiquer au public. Parce que ce n'est pas une option pour un gouvernement de communiquer. C'est une obligation. C'est un devoir même régalien, j'allais dire, d'informer les citoyens, d'informer les populations lorsque l'actualité l'exige. C'est l'un des fondements de l'état de droit. Parce que pour assumer sa citoyenneté, eh bien, le citoyen a besoin d'être informé. C'est donc un devoir qui incombe aux dirigeants d'un pays, et ils doivent le faire, peut-être pas toujours, parce que c'est une œuvre humaine, de la manière la plus parfaite, mais au moins de la manière la plus honnête. Et surtout de bonne foi. Ce qu'ils disent, ils doivent le dire de bonne foi. On ne vient pas devant une opinion pour travestir les faits. En l'occurrence, lorsque le porte-parole du gouvernement s'exprime, eh bien, il reçoit des éléments de langage. Il n'était pas là au moment où les combats se déroulaient. Il reçoit des éléments de langage. Ces éléments de langage sont également connus du président de la République. Et c'est sur la base de ces éléments de langage qu'il s'exprime. Sur cet aspect-là, doit-on comprendre donc que après le drame, lorsque vous faites les premiers communiqués, points de presse, vous avez reçu l'instruction? Oui, bien sûr, bien sûr.
l'instruction de donner de faire un rapport... d'informer l'opinion publique sur ce qui s'est passé en Gabon. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà des faits? Parce qu'aujourd'hui, avec ce que rapporte la commission d'enquête, est-ce qu'à ce moment, quand vous communiquez, vous êtes sûr d'avoir la bonne information? On est sûr d'avoir l'information disponible. Cette information, d'ailleurs, puisque, et vous avez raison de vouloir faire ce parallèle entre les communications gouvernementales et ce que le rapport d'enquête a dit, mais je vais vous étonner, peut-être. Mais le rapport d'enquête n'a rien dit qui contredise ce qui avait été dit déjà avant. Même pas sur les chiffres? Mais sur les chiffres, personne n'était d'accord. Même pas les ONG. Vous savez, j'ai entendu des chiffres, j'ai même entendu parler d'une cinquantaine. Même des prélats l'ont dit. Je ne voudrais pas les citer, vous voyez lequel. Même jusqu'aujourd'hui, ce que dit le rapport d'enquête n'est pas conforme à ce qu'ont dit certaines ONG. Doit-on douter donc de ce rapport-là? Pourquoi faudrait-il douter du rapport d'enquête? Peut-être que vous n'êtes pas convaincu par la composition de la commission. Je voudrais vous dire que toute la communauté internationale a félicité le Cameroun pour les conclusions auxquelles est parvenue cette commission d'enquête. Et pour la décision que le chef de l'État a prise de rendre ces conclusions publiques. Et troisièmement, celle qu'il a également prise de faire juger, n'est-ce pas, les mises en cause. Parce que, vous savez, en matière judiciaire, ils ne sont que mis en cause. En cause, oui, effectivement. Ils ne sont pas coupables. Pas encore. Sinon, ils ne seraient pas jugés. Donc, faire donc juger ces mises en cause selon les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Donc, et vous savez ce que sont les diplomates. Les diplomates, eh ben, ce sont des gens qui renseignent leur gouvernement sur ce qui se passe dans les pays où ils sont accrédités. Lorsque ce chorus au niveau diplomatique international vient à s'adresser sur une question qui était fortement attendue, je pense que tout le monde doit être d'accord sur ce qui s'est passé. Parce que tout le monde peut se tromper. Ceux qui ont parlé de 22 morts, ils se sont trompés. Ceux qui ont parlé de 50 se sont trompés. Et ceux qui étaient d'ailleurs les plus proches du chiffre 7. Professeur. Ceux qui étaient les plus proches, non, ce sont des faits, c'est-à-dire que on a parlé de 5 morts. Oui, le gouvernement a parlé de 5 morts. Finalement, on est à 13. Je pense 3 femmes et 10 enfants ou le contraire. Je ne sais plus très bien. C'est 10 morts, je crois. Voilà. Je pense que c'est 10 morts. Une dizaine. 3 femmes et 7 enfants. Alors, donc, ça veut dire quoi, tout simplement, chère madame? Ça voudrait dire simplement que, 1, le gouvernement n'a caché à personne qu'il y avait des morts civiles. Non seulement on l'a dit, on l'a regretté, et on a transmis les condoléances du président de la République aux familles endeuillées. Personne n'a donc caché la vérité à personne. Les informations qu'on avait faisaient état d'un certain nombre de morts. Voilà, on a dit, selon ces informations, voilà le nombre de morts qu'il y aurait eu. Même la responsabilité des forces de sécurité, des forces de défense, mais n'a pas été occultée. Simplement, personne ne savait, en tout cas, des informations que nous avions, eh bien, personne ne savait qui était l'auteur de cet incident ayant causé la mort à des civils. Les ONG sont allées vite en besogne. Elles l'ont dit. Mais nous n'avions pas d'éléments. Mais nous n'avons pas non plus dit que ce n'était pas les soldats. Lorsque
le président de la République parle d'aller beaucoup plus loin dans les éclairages et les informations sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Il s'agit d'un aspect comme celui-là. On sait, grâce à ce rapport d'enquête, que, ils ne sont pas allés en opération de combat, ils sont allés en reconnaissance. On ne va pas faire un combat avec 5 militaires. On ne va pas faire un combat comme celui-là avec un sous-officier qui dirige les troupes, parce que celui qui dirigeait, c'était un sergent. Donc, et qui plus est, à l'approche du terrain, on se divise en deux. Il y a 2 qui vont d'un côté et 3 seulement de l'autre. Il est visible qu'il n'était pas parti en combat. Et ça, le gouvernement l'avait dit déjà. Bon, maintenant, si nous ne savons pas, et le rapport d'enquête le dit lui-même, que ceux qui étaient sur le terrain, ça veut dire les membres du détachement, ont biaisé leur rapport. Le rapport d'enquête le dit. Et comment voudriez-vous que le gouvernement s'exprime autrement que sur la base de ce rapport des membres du détachement qui étaient sur le terrain? Il y aurait pu avoir faute. Si le rapport des membres du détachement indiquait qui était responsable des morts et que le gouvernement, lui, avait dit le contraire. Mais le rapport d'enquête dit le rapport des opérations sur le terrain était biaisé. Mais est-ce que le gouvernement, lui, n'a pas fauté dans la précipitation? Non, c'est pour cela que, au préalable, lorsque on engageait ce sujet, je vous ai dit, le gouvernement est dans une situation où il doit informer l'opinion publique. Lorsqu'il n'a pas d'information, il le dit à l'opinion publique. Et c'est ce que le gouvernement avait fait. Sur la responsabilité des incidents, nous attendons le rapport d'enquête. Si les carottes avaient été cuites, si vous me permettez cette expression, mais à quoi aurait servi une commission mixte d'enquête? C'est bien parce qu'il y avait encore, n'est-ce pas, des zones d'ombre à éclaircir que le chef de l'État a décidé de mettre en place cette commission d'enquête. Lorsqu'on n'a pas d'informations, rien ne nous indiquait. Nous avons demandé aux ONG comment vous avez fait pour savoir que c'était les soldats qui étaient responsables. Est-ce que vous étiez sur le terrain des combats? Non. Bon, alors, ils nous disent des photos satellites. Les images satellites. Les images satellites. Alors, vous êtes à 36 000 km en orbite géostationnaire, aussi performants que puissent être ces satellites. Vous dites que vous avez vu du feu, oui, soit, mais vous ne savez pas qui a mis le feu. Vous ne pouvez pas le savoir à partir d'une image satellite. Comme vous ne pouvez pas nous dire, vous fier au seul témoignage. Vous ne pouvez pas vous fier au seul témoignage. D'ailleurs, on leur a souvent dit, nous ne sommes pas fermés au dialogue avec les ONG. Mais mettons-nous au moins d'accord sur vos méthodologies de travail. Lorsque vous faites une recherche, eh bien, vous devez critiquer. Vous êtes le premier à critiquer votre source d'information. Et à partir de là, quand on vous dit qui sont vos témoins, donnez-nous le profil de vos témoins, il est établi quand même que ces séparatistes vivaient dans ce village. Donc ils auraient pu avoir des sympathisants dans ce village. Si vous demandez à leurs sympathisants qui a tué, vous comprenez très bien qu'ils vous diront que ce n'est pas les séparatistes, c'est l'armée. Nous avons dit, sur cette question-là, nous n'avons pas d'informations, donc c'est l'enquête qui va déterminer. Et c'est ce que l'enquête a fait. Peut-être qu'aussi vous êtes précipité parce qu'il fallait répondre à tout prix aux ONG. Et j'aimerais comprendre, parce qu'on a l'impression que le gouvernement, il nie tout. Il rejette tout en bloc. Est-ce que ça, ce n'est pas souvent le caillou dans votre chaussure? En l'espèce, le gouvernement n'a pas nié. Absolument pas nié. Et je vous dis... Il a quand même refusé
les chiffres de Oui. l'ONG, Oui. refuser même, ça dit que tout ce que l'ONG a dit, ce n'était pas ça. C'était des ONG qui viennent déstabiliser. Et tout, Alors, tout. je vais vous dire Est-ce quel est que- le problème des ONG, Oui. de certaines ONG. Hein. Le problème de certaines ONG, c'est que, au lieu d'avoir deux yeux, elles en ont un. Et au lieu que cet œil-là fasse un balayage sur l'ensemble d'une situation, elles se focalisent uniquement sur des cas précis. C'est ce sentiment-là qui crée la suspicion. Lorsque vous avez en même temps que des incidents de ce genre, d'une telle gravité se produisent en Garbou, mais vous avez en même temps, pas loin de là, des milliers de paysans Mbororo qui sont quotidiennement massacrés par ces criminels. Et que il n'y a pas un mot de cela dans vos rapports. Comment voudriez-vous que, comme disent les anglo-saxons, on travaille en confidence building? Il n'y a plus de confiance parce que c'est une question de confiance. Comment voulez-vous que les seuls morts qui comptent pour vous, ce soient ceux qui tombent du côté des séparatistes, alors que vous avez d'autres civils en milieu urbain, dans les villages, à l'heure où je vous parle, il y a des villages entiers qui sont incendiés dans la région du Nord-Ouest du fait de ces séparatistes, mais nous n'avons pas entendu un seul son de cloche de la part de ces gens. Les forces de défense et de sécurité. Permettez-moi d'évoquer encore des images de cette Gardienne de prison. Voilà, gardienne de prison, qui a été tuée dans des conditions mais atroces, traumatisantes. Mais on n'a pas entendu une seule de ces ONG, n'est-ce pas le dire. Voilà donc pourquoi il y a un climat qui n'est pas propice à la confiance. Nous disons aussi que lorsque ces ONG viennent travailler ici et qu'elles sont allées sur le terrain, qu'elles viennent nous présenter ce qu'elles ont noté sur le terrain. Peut-être avons-nous également d'autres informations à leur donner, quitte à ce qu'ils présentent les deux versions et que leur rapport puisse être ainsi plus équilibré. Nous apprenons, comme tout Camerounais, comme tout citoyen camerounais, qu'il y a un rapport qui est publié. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il a été fait, ni dans quelles conditions il a été fait. Voilà un peu, si vous voulez, la question des ONG. Donc, ce qui vous dérange chez les ONG, c'est la méthodologie, l'objectivité, le fait de ne pas s'associer à vous, et peut-être la partialité. Et la de partialité. baptiser aussi avec les séparatistes. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que dans cette... Et ça, l'une de ces ONG, l'une des chercheuses de ces ONG ne l'a toujours pas démenti. L'exploitation d'un certain nombre d'outils de communication a bel et bien démontré que cette chercheuse-là était en contact étroit. Je dis bien étroit, peut-être même affectif, avec certains de ces terroristes. Donc, quand on ajoute à cela, ben, elle peut être en contact avec eux. Ça arrive partout dans le monde. Mais à tout le moins, comme vous l'avez dit, au finish ou au final, que le résultat qui est produit ne traduise pas de manière aussi flagrante une telle partialité dans les choix même des sujets dont ils veulent traiter. Rien n'a de grâce à leurs yeux que les victimes qui tombent d'un côté. Parlant de civils, je vous ai pris des civils qui sont pas loin de là. Des populations Boro qui subissent au quotidien les sévices de ces criminels. Je vous ai parlé des enfants. Lors des opérations de lockdown, des villes mortes qu'ils avaient instituées, il y a des enfants qui ont été tués, d'autres enfants
parce qu'ils allaient simplement à l'école. À l'école. Mais jamais on a entendu une seule de ces ONG le faire. Voilà le problème, madame, que nous avons avec certaines de ces ONG. Parce que je dois dire que pendant que l'une d'elles, sur Garbou, pendant que l'une d'elles frappait à grands coups sur l'armée pour la rendre responsable, il y a quand même une ONG que je vais citer, le REDAC, qui, elle, avait mis l'accent sur ce qui se passait au niveau des bourreaux. Et malheureusement, pour certaines de ces ONG, le gouvernement est comptable de l'ensemble des civils. La sécurité des populations relève de la responsabilité de l'État. Autant ces enfants et ces femmes qui sont morts à Garbou, n'est-ce pas, ces décès, ces morts la mort de ces civils, autant elle est regrettable, autant elle est douloureuse, autant celle des autres populations est également douloureuse. Autant d'ailleurs celle des soldats qui, eux, partent pour défendre l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire, on parlait tout à l'heure des valeurs partagées, qui est une valeur partagée par tous les Camerounais. Aucun Camerounais digne de ce nom ne peut accepter qu'une partie de notre territoire puisse être détachée de l'autre. C'est au nom de cela que l'armée est sur le terrain. Elle n'est pas là pour défendre un régime. Elle n'est pas là pour défendre un pouvoir. Elle est là pour défendre les populations et pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Mais selon vous, comment est-ce que ces ONG-là font pour avoir des informations sur le terrain? Mais, madame, je pense qu'il faut le leur demander. Moi, je n'ai jamais travaillé avec une ONG, mais comme vous-même vous l'avez cité en ouverture de l'émission, comme on fait aussi de la recherche, j'allais dire cette fois-là de la recherche scientifique. De la recherche scientifique. Lorsque vous menez une enquête, vous avez un échantillon de personnes. Vous faites une enquête de terrain, vous allez interroger les gens pour prendre des informations ou bien leur opinion. Il existe des méthodes scientifiques qui permettent d'établir que, eh bien, ce que j'ai entendu dire de telle situation se rapproche de la réalité. C'est le principe du contradictoire. Il se fait sur la base d'un échantillonnage. Et les méthodes d'échantillonnage sont connues. Vous n'allez pas dans la rue, dans un village infesté de criminels. Donc, si ces gens sont là-bas, eh bien, c'est parce qu'il y a des gens parmi les populations civiles qui sont leurs sympathisants, soit qui sont apeurés par les représailles qu'elles pourraient subir du fait de témoignages qui accuseraient, par exemple, les terroristes. Donc, vous avez posé la question, c'est ça, effectivement, le cœur de la question. Alors, ils interrogent qui? Ils nous disent, des témoins nous ont affirmé ceci, des témoins nous ont affirmé cela. Bon, nous voulons savoir quel est le profil de ces témoins. Sur la base de quels critères est-ce qu'ils choisissent leurs témoins? N'oubliez pas, chère madame, que dans le rapport, et même dans les communications gouvernementales, il est bel et bien dit qu'il y a des populations qui ont donné des informations à l'armée par rapport à ce qui se passait, n'est-ce pas, et en Garbou, et sur la route qui allait vers Ntumba, je crois, Ntumba, qui était devenu un lieu de trafic énorme. Ces gens-là, est-ce que vous les avez interrogés? Voilà la question. Pourquoi faites-vous fi des informations qu'eux, ils peuvent vous donner? L'armée n'est pas allée là-bas, l'armée n'avait pas une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui se passait. Ce sont des gens de là-bas
qui sont allés voir l'armée et qui leur a dit « Venez nous libérer, on n'en peut plus ». Donc voilà un peu, si vous voulez, quand on veut faire une recherche scientifique, je crois, ce que l'on doit faire. Et puis, il y a une constante. On parle d'un Gbagbo, mais Boko Haram, c'était pareil. Dans toutes les guerres asymétriques, il faut faire très attention, parce qu'il n'y a pas de front. La technique, le rapport de force, au plan militaire, étant favorable à l'armée, les autres vont donc qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vont se fondre dans la population civile. Ils se fondent donc dans la population civile de manière à provoquer ce genre d'incident. Et ils savent que, en fait, les civils sont on va dire, constituent une espèce de gilet pare-balles pour eux. Parce que, en nous tuant, oui, vous allez nous tuer, mais vous courez un grand risque, c'est également de tuer les civils. Et là, on va vous mettre au banc des accusés. Mais que retenir aujourd'hui, professeur? Déjà, pourquoi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les chiffres jusqu'à présent ne soient pas stabilisés? Oui. Mais les chiffres sont stabilisés. La commission d'enquête, qui était une commission mixte, je vous signale que dans cette commission-là, il y avait un membre qui était connu pour être le porte-étendard de l'accusation des militaires. Porte-étendard. Le prélat qui est membre de cette commission ne pouvait pas être complaisant vis-à-vis de l'armée. Sinon, il aurait été avant. Il ne pouvait pas être complaisant. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces chiffres qui doivent faire foi. Les autres, il n'était pas possible de le faire. Écoutez, on ne peut pas nous dire, par exemple, que le détachement qui s'est rendu là-bas a tenté de dissimuler les corps en les enterrant à la va-vite. Et que d'autres viennent nous dire, écoutez, nous on a le nombre de morts. Est-ce qu'ils les ont déterrés? Comment ils les ont vus? Voilà la question. Donc, il y a une commission qui est descendue. Elle a rendu son rapport. Peut-être que la justice démentira la commission demain après-demain, parce que comme je vous ai dit, en matière de procédure pénale, il y a une enquête. Tout va commencer par une enquête judiciaire. Justement, j'allais vous demander, est-ce que le procès peut venir déconstruire tout ce rapport? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, parce que, en fin de compte, force reste à la justice. Et les étapes sont telles que ces trois militaires et gendarmes, ils auront droit à un procès équitable et transparent, avec des avocats. Et d'ailleurs, s'ils ne peuvent pas s'en procurer, on les commettra d'office pour exercer leur droit à la défense. Il y aura, le parquet va mener une enquête donc préliminaire, judiciaire. Après ce parquet-là, vraisemblablement, ils vont passer devant le tribunal militaire, puisque ce sont des militaires, et qui a eu usage d'armes à feu. Donc le parquet, c'est le commissaire du gouvernement. Et après, il va transmettre le dossier au juge d'instruction. Donc le juge d'instruction va maintenant instruire le dossier. Il va regarder les éléments versés au dossier par le procureur, les analyser, voir s'ils sont pertinents ou pas. Et à la fin, vous savez, il peut, théoriquement, j'ai dit théoriquement, il peut prendre l'une des deux décisions qui sont soit le renvoi devant la juridiction de jugement, soit le non-lieu. Le juge d'instruction a ce pouvoir-là. Alors, quand ils vont aller devant la juridiction de jugement, on va ouvrir les débats. On va ouvrir les débats et en âme et conscience, n'est-ce pas, le juge va se prononcer. Donc, il y a encore toutes ces étapes-là. Mais pour le moment, n'est-ce pas, ce que nous avons entre les mains, que nous avons entendu, c'est le rapport, les conclusions du rapport
de la commission mixte d'enquête. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cet événement-là? Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que d'abord, la première des leçons, c'est que le Cameroun est un État de droit. On connaît des pays au monde, même les plus avancés en matière de liberté publique, dont des militaires, des soldats sur le front ont commis des exactions et qui n'ont jamais été jugés. J'ai dit jamais été jugés. Il y en a des comme ça, des pays que nous admirons et que nous aimons à citer en exemple comme les chantres de la démocratie et de l'état de droit. Le chef de l'État a pris son courage à deux mains. Il a dit, je vais informer mes concitoyens et la communauté internationale de ce qui s'est réellement passé au regard de la commission qui est descendue sur le terrain. Voilà la première leçon, je crois, qui est la plus essentielle d'ailleurs. Et maintenant, le courage et la franchise politique du chef de l'État. Il dit, bon, écoutez, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais informer l'opinion publique, nationale et internationale, et il l'a fait. La troisième, c'est que, le son qu'on peut en tirer, qui est une conséquence des deux premières, personne n'est au-dessus de la loi. Alors on va partir d'une guerre asymétrique à une autre. Oui. Maintenant, le Cameroun, tout comme le monde entier, est face à la pandémie du coronavirus. Le gouvernement, pour lutter contre la propagation de ce virus-là, a édicté un certain nombre de mesures à prendre par la population tout entière. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez fait une évaluation jusqu'ici du respect de ces mesures barrières-là? Oui, bien sûr. Cette évaluation se fait au quotidien. Vous savez, les mesures, d'abord les gestes et les mesures barrières ont pour adversaire les habitudes. C'est des habitudes qui se sont sédimentées tout au long de nos histoires respectives. Prenons simplement aujourd'hui le fait de se saluer. De se saluer, ça devient difficile. Vous savez, quand je suis arrivé ici pour cette émission, j'appréhendais le fait que je ne puisse pas vous saluer. Je dis, mais comment ça va se passer? Et j'ai dû me concentrer pour ne pas avoir à vous saluer. Si nous disons cela à nos niveaux, on va dire, d'analyse des situations, alors vous pouvez vous imaginer au niveau des populations urbaines et dans les villages. Il y a donc ces habitudes qui ont la vie dure. Mais on va même aller voir ailleurs comment on va dire, les offices religieux. Les gens ont pris au-delà même du fait d'aller prier Dieu chaque dimanche et chaque vendredi pour les musulmans. Et il y a une opportunité de rencontre. Parce que je sais que, bon, en allant à telle paroisse, eh bien, je vais rencontrer 2 ou 3 personnes, on va échanger après la messe. Il y a même les obsèques. Les obsèques aussi, on n'y va plus seulement parce qu'il faut aller accompagner la personne qui nous a quittés, mais aussi parce que, bon, en apportant le réconfort à la famille, eh bien, on saisit cette opportunité pour rencontrer des gens qu'on n'avait pas rencontrés depuis un certain temps. Ce sont donc ces habitudes, je ne parle pas des loisirs. Les loisirs, vous savez, manger n'est pas toujours un besoin pour reprendre la pyramide des besoins de Maslow, un besoin physiologique. Ce sont aujourd'hui des besoins qui se situent tout au sommet de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, en fait, déjeuner, dîner ensemble, ou en famille, ou avec des amis, devient un point de rencontre. Un point de rencontre, un point d'échange, où on échange nos affections respectives. Voilà donc pourquoi
qu'il s'agisse des gestes barrières préconisés par l'OMS ou des mesures, la plupart des mesures gouvernementales qui ont été prises, il y a un certain temps pour qu'elles puissent être comprises et s'enraciner. Mais nous nous réjouissons. À l'aune des résultats, des chiffres qui sont rendus publics, nous nous réjouissons de ce que, eh bien, les choses commencent à s'améliorer. Le port du masque, port obligatoire du masque, n'était pas une chose facile à Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment accepté? Parce que dans la rue, on voit toujours des personnes qui ne portent pas, bien sûr. Ou alors qui portent mal. Oui, qui portent mal, qui le portent comme un gadget, voilà. Par exemple. C'est devenu un accessoire. On voit des gens qui protègent tout, sauf ce qui est à protéger. Voilà. Bon, donc, eux au moins, ils l'ont quand même. Mais il y en a, comme vous le dites, qui n'en ont même pas dans la rue. Mais pourquoi vous êtes laxiste à ce moment-là? Parce qu'on vous sait souvent très fort si un certain parti politique dit qu'il va se rassembler quelque part. Non, mais là, on vous sent un peu plus... pourtant, l'ennemi est plus dangereux. Rassurez-vous que personne n'est laxiste. Il y a nombre de nos concitoyens qui payent le prix fort de n'avoir pas porté leur masque. Mais le rapport de force est défavorable à ceux qui sont chargés de faire appliquer ces mesures. Si on prend par exemple le port de masque, les forces de sécurité sont forcément moins nombreuses que la population. Donc, il peut arriver effectivement que vous ne portiez pas votre masque et que vous passiez entre les mailles du filet. Non, ce n'est pas une question de laxisme, c'est une question de compréhension. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a vu des images où, dans certains pays au monde, n'est-ce pas, des gens étaient passés à tabac parce qu'ils n'avaient pas respecté, par exemple, le confinement, là où il y a confinement. On ne voudrait pas arriver à ces extrêmes, même si la situation est grave. D'abord, il n'est pas sûr que si tout le monde porte un masque, il n'y aura plus de contamination. Mais il faut déjà le porter. Il faut déjà le porter. Il faut déjà le porter parce que, eh bien, c'est quand même une façon de limiter les risques de contamination. Professeur, je voudrais quand même rappeler que jusqu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Il y a des Camerounais qui jusqu'aujourd'hui estiment que vous, le gouvernement, vous gonflez les chiffres des morts et des contaminés pour faire peur. Mais en réalité, il n'y a pas de maladie. Par ailleurs, les forces de sécurité, s'agissant de la ville de Douala par exemple, connaissent des points spécifiques où il peut y avoir des dérives. Le carrefour de Koti, le rond-point d'Edo, la rue de la Joie. Les forces de maintien, je pense que ce sont les personnes les plus renseignées au Cameroun. Elles savent quand même qu'il y a des points où les bars sont encore ouverts à plus de 18 heures. Pourquoi là, on ne fait rien? Pourtant, l'ennemi est très violent. Il ne faudrait pas être, je pense, absolu de dire qu'on ne fait rien. Parce qu'il y a d'autres exemples aussi. Moi, je vous assure, madame, moi je viens de Yaoundé, et cela fait une bonne quarantaine d'années que je vis dans cette ville. Moi, je n'ai jamais vu Yaoundé dans cet état. Et je n'ai jamais vu à 18h, 19h au plus tard, alors qu'il n'y a pas de couvre-feu, alors qu'il n'y a pas de confinement obligatoire de nuit, mais les personnes qui marchent dans les rues de Yaoundé, à partir de 19h ou 20h, ben, elles se comptent sur le bout des doigts. Pourtant, ce n'est pas interdit de se balader. Donc cela voudrait dire qu'il y a également une prise de conscience de ce côté. Je vous le disais au début, il faut comprendre que on a affaire à des habitudes, par exemple. Vous avez parlé, par ailleurs, de... ces habitudes peuvent avoir la vie dure. Il y a une phase de sensibilisation, d'éducation des populations, éducation des populations, à laquelle, donc, cette phase-là, au cours de laquelle
tout ne peut pas être répressif. Tout ne peut pas être répressif. Il faut trouver le bon équilibre entre l'éducation, la prise de conscience et la coercition. Donc, c'est ce que je pense, ceux qui sont chargés d'appliquer ces mesures essaient de faire. Maintenant, vous avez parlé des chiffres qui seraient artificiellement gonflés pour faire peur. Par ceux qui pensent que la maladie n'existe pas. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on a vu un Camerounais qui disait à sa voisine, ne t'inquiète pas, la maladie n'existe pas. C'est le gouvernement qui a fabriqué ça. Voilà, exactement. Alors, vous avez parfaitement raison, mais vous savez qu'il y en a qui disent au contraire, que ces chiffres sont minorés parce que le gouvernement veut cacher son incapacité à armer la riposte. Mais dans le cas présent, est-ce qu'on doit regarder ceux qui savent quand même que la maladie existe et laisser ceux... Parce que ceux qui sont ignorants, je pense que c'est vraiment le danger de ce côté-là. Oui, bien sûr. Alors, on fait face à une situation où il y a donc des gens qui ont conscience de cela et d'autres, comme ça s'est passé d'ailleurs pour le sida, par exemple. Effectivement. On dit pour le sida, ça n'existe pas, les tests complotistes, bon, c'est une invention comme ça pour nous empêcher de vivre une sexualité épanouie, c'est une histoire pour venir limiter les naissances chez les Africains. Des gens l'ont dit. Et il existe encore des gens pour le dire aujourd'hui. Ils ont tort, parce que la maladie existe bel et bien. Cette maladie peut tuer. Elle peut tuer. C'est peut-être ce qu'on n'a pas suffisamment dit. Elle peut. Ça veut dire qu'elle peut ne pas tuer. Et quand on affiche aujourd'hui les chiffres de personnes guéries de cette maladie, cela montre que il n'y a pas automatiquement au bout du coronavirus la mort, mais à certaines conditions qu'il faut observer. Je vais vous dire les chiffres, pourquoi les chiffres peuvent sembler grimper. Les chiffres peuvent sembler grimper parce que le Cameroun, tout au moins dans la sphère africaine et même dans une certaine mesure en Europe, par rapport à l'Europe, certains pays d'Europe et pas des moindres, le Cameroun a eu l'audace de procéder à des tests massifs et proactifs. Puisque je sais que vous êtes bien armé en matière de statistiques, vous verrez très bien que plus on va tester les gens, plus il est probable qu'on en trouve qui sont donc contaminés. Et l'avantage de le faire, ce que n'ont pas fait de nombreux pays en Afrique, qui aujourd'hui, et même en Europe, il y a toujours débat sur les tests massifs en France, par exemple. Est-ce qu'on doit les faire de manière obligatoire ou est-ce que ça doit être une décision prise par la personne? Alors, mais ici au Cameroun, on a un échantillon et on teste. Et lorsqu'on teste, les chiffres ne peuvent que grimper. Mais avec un avantage, nous n'avons pas peur des chiffres. Le problème, c'est stopper la pandémie. À quoi cela sert-il qu'il y ait quelqu'un qui soit malade quelque part, qui s'ignore, ou alors qui a peur d'être stigmatisé, et donc qui ne va pas à l'hôpital se faire dépister? Le danger est là. Cette personne va contaminer les autres. Alors, en optant pour cette stratégie de tests massifs, on règle deux problèmes. D'abord, on a une chance importante de repérer les personnes malades et de les prendre en charge. Et maintenant, de regarder quel est leur entourage, dans quelle communauté ils vivent, quels sont les gens qu'ils fréquentent le plus quotidiennement, et maintenant également aller voir si ces gens n'auraient pas déjà été contaminés. Ainsi, on relativise la progression de la maladie. C'est pour cela que vous avez vu à un moment donné, il y a eu une petite hésitation de la part du gouvernement. Est-ce qu'on continue de donner ces chiffres au risque d'apeurer tout le monde, même si c'est des chiffres réels ou pas? Aujourd'hui,
l'option a été prise de travailler avec des ratios. Il y a combien de personnes qui sont contaminées? Mais il y a également combien qui sont guéris? Voilà, qui sont guéris. Voilà. Mais avant de parler des chiffres, moi je voudrais critiquer les tests massifs. Est-ce qu'il y avait des échantillonnages? Est-ce que c'était à tête chercheuse? Comment se sont faits ces tests massifs-là? Alors, comment les tests massifs se sont faits? D'abord, on ne vous teste pas si vous ne voulez pas être testé. Bon, moi, je n'ai pas été interrogé. Voilà. Moi, par exemple, pourquoi est-ce que je n'ai pas été approché pour qu'on me demande est-ce que vous voulez être testé ou pas? Quand on parle de tests massifs, cela ne voudrait pas dire qu'il faudra tester les 25 millions de Camerounais. Il y aura toujours des Camerounais qui ne seront pas, testés. Il y a des services qui sont des services techniques du ministère de la Santé et ces services-là travaillent avec des populations et ils vont vers les gens, et leur demandent est-ce que vous aimeriez, n'est-ce pas, être testé. Il peut arriver que vous n'ayez pas été contacté, mais peut-être que ça va arriver. L'annonce a été faite au littoral, au début du mois d'avril. Mais jusqu'aujourd'hui, on a du mal, on est un peu perdu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est déjà terminé, est-ce qu'ils vont revenir, on est un peu perdu. Est-ce que ça va se prolonger dans les autres régions? Bien sûr que ça va se prolonger. Vous savez que les deux plus grands foyers, toute proportion gardée, c'est Yaoundé en tête et Douala qui suit. Je pense que Douala a pris le dessus déjà. Bon, je ne le savais pas tout à fait, mais vous me l'apprenez. Donc, si tel était le cas, on va continuer de toutes les façons sur ces différentes grandes villes, même ailleurs. On va continuer. Douala compte combien d'habitants, à votre avis? Pas moins de... Un peu plus de 5 millions. Un peu plus de 5 millions. On ne testera pas les 5 millions d'habitants de Douala. On procédera par grappe d'échantillons. Il peut arriver que vous soyez donc testé, mais vous pouvez aussi... Ne pas. Vous pouvez aussi... Moi, quand je vais partir d'ici, pour repartir à Yaoundé, ben, demain matin, je vais aller voir si j'ai pas ramené un petit corona. Voilà, par exemple, vous pouvez aller... Peut-être que je devrais aller me tester aussi demain parce que vous venez de Yaoundé. Ça ne coûte... Oui, mais justement, parce que nous sortons tous des deux plus grands foyers et nul n'est à l'abri. Donc, vous pouvez aller, ça vous prend quelques petites minutes seulement. Hein, et puis, bon, voilà. Tout ce que vous allez endurer peut-être, c'est qu'on vous appelle pendant 14 jours. Il y a un monsieur, une dame qui va vous appeler pour vous demander comment vous avez dormi. Voilà, comment vous avez dormi, est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, et puis ça se passe comme ça. Si au bout de 14 jours, durée d'incubation du virus, il n'y a rien, bon, c'est qu'il n'y a rien. Alors, je voudrais revenir quand même sur les chiffres. Et la communication autour. Parce qu'on a l'impression que le Cameroun a décidé de communiquer sur les chiffres comme il a vu ailleurs. Est-ce que nous avons choisi l'option copier-coller? Deuxièmement, on est un peu embrouillé dans ces chiffres-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a environ 1900 cas contaminés. Environ 800 guéris. Un peu plus. Un peu plus, et environ aussi 60, sinon un peu plus de 60 décès. Qu'est-ce qu'on retient à la fin? Parce qu'on a l'impression, on guérit, mais le nombre de cas contaminés ne fait que croître. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas aussi ne pas trop embrouiller le Camerounais? Oui, le nombre de cas, je vous ai expliqué déjà pourquoi il ne peut que croître. Objectivement, il ne peut que croître parce que le cardinal d'Oméga est important, il est en croissance. Il y a beaucoup plus de gens chaque jour qui sont testés. De même que les guéris. Est-ce que là, il ne faut pas faire déjà la soustraction pour savoir? Je veux comprendre. Est-ce que les cas confirmés, c'est le total des cas au Cameroun testés, moins le cas des guéris? Parce que c'est là où les Camerounais sont un peu perdus. Ils ont l'impression que les guéris augmentent, mais les nombres de cas confirmés, on ne voit pas de changement. Est-ce qu'ils doivent faire la soustraction
Ou alors, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre à la fin? Non, c'est simple, madame. C'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes qui ont été contaminées. Depuis le 6 mars. Depuis le 6 mars. Oui. Premier contaminé jusqu'à aujourd'hui, c'est le cumul des personnes contaminées. Mais parmi ces personnes contaminées, il y en a soit qui sont décédés, soit qui sont guéris. Donc voilà la seule chose qu'il faut comprendre. On ne décompte pas, on ne défalque pas du nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes guéries. On est guéri aujourd'hui, il n'empêche qu'on a été contaminé. Voilà. Il est important de connaître le nombre de personnes. Peut-être qu'ajouter une autre partie, hein? C'est-à-dire qu'à ce jour, il nous reste temps pour que... honnêtement, il y a des gens sur le terrain qui se plaignent de cette façon-là, parce qu'ils disent, nous sommes embrouillés par les chiffres. Peut-être qu'effectivement, on pourrait dire, voilà, nous avons, on va dire 1900 personnes qui sont contaminées depuis le 6 mars, qui ont été contaminées, qui se sont présentées ici. Elles ont été prises en charge. Cette prise en charge a permis d'avoir tant de personnes guéries parmi le total des personnes contaminées. Malheureusement, il y a une cinquantaine qui nous a quittés. Peut-être le dire de cette manière-là, c'est une bonne proposition en tout cas. Alors pourquoi avoir choisi aussi l'option copier-coller de... je veux dire, on a l'impression, et je peux me tromper, mais la communication camerounaise, c'est comme on a vu ailleurs, aujourd'hui on a tel nombre de cas, tel nombre de hospitalisés, tel nombre de morts. C'est un peu pareil au Cameroun. Pourquoi on a choisi cette option? Mais pourquoi penser que ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire au Cameroun? Bon, donc si ça se fait ailleurs, bon, ben, il faut également... Et que cela porte. Bon, on peut le faire au Cameroun. Je ne vois pas en quoi cela ferait problème. Alors pourquoi on n'est pas communiqué également sur le protocole utilisé au Cameroun? Je veux dire, on a le nombre de contaminés qui va croissant. Peut-être expliquer aussi aux Camerounais quelle est l'option choisie. Antipaludien associé aux antibiotiques ou pharmacopée africaine lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, le Monseigneur Samuel Cléda a dit avoir un traitement pour la maladie. Alors, le protocole thérapeutique est connu. Il a été communiqué. C'est de la chloroquine avec un antibiotique. C'est ça le protocole. Il a été autorisé par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Santé, lui-même s'appuyant sur le rapport du conseil scientifique. Parce qu'il y a un conseil scientifique. Et c'est ce protocole-là qui est appliqué à l'heure qu'il est. Donc, bon, maintenant vous parlez des traitements, des différents traitements issus de notre pharmacopée. Je pense que ces derniers jours, seulement que Monseigneur Cléda a pris la parole pour informer l'opinion que, bon, il avait un traitement mais qui traitait les symptômes dans un premier temps. Oui, dans un premier temps, il a dit, ça traite juste les symptômes. Mais il est revenu, je pense, hier. Il a donné une conférence de presse hier. Voilà, hier, pour dire, mais attention, là, maintenant, je traite. Bon, vous savez, le ministre de la Santé, également, une oreille attentive à cela, puisque je pense qu'il est entré en contact avec... il a programmé dépêcher quelqu'un pour voir cela. Et wait and see. Nous verrons bien ce que leurs échanges donneront. Parce que hier, il a été plus, on va dire, plus catégorique. Il s'était débarrassé hésitant, il était débarrassé de sa prudence. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il s'agit de santé publique. Si le gouvernement dit « Ok, on adopte le traitement de Monseigneur Cléda et que par la suite, il y a des soucis », la responsabilité serait celle
du gouvernement. Donc, ils vont échanger. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que Monseigneur Cléda, Monseigneur Cléda au Cameroun, mais vous savez que des contacts ont été également pris. Avec Madagascar. Avec Madagascar. D'accord. Alors, le 1er mai, c'est demain. Le 20 mai, c'est dans 20 jours. Ces deux célébrations-là n'auront pas lieu parce que la pandémie. Est-ce que si le 1er mai et le 20 mai sont risqués, on est sorti de l'auberge le 1er juin? Non. S'agissant du retour je ne pense pas qu'on soit, très objectivement, je ne pense pas qu'on soit sorti d'auberge le 1er juin. Mais l'éducation, c'est aussi une grande priorité nationale. Il y a des conditions. On a dit, le Premier ministre a annoncé que l'école reprendrait le 1er juin, à charge pour les ministères techniques qui sont responsables de ces secteurs. D'ailleurs, on a dit, si les conditions le permettent. Alors, ces conditions, je pense qu'elles ont été portées à la connaissance du Premier ministre. Il s'agit d'abord de privilégier les classes d'examen, parce que la question, c'est la disponibilité de l'espace. Pour les écoles primaires, donc le cours moyen de secondaire, 6e, non, 3e, première et terminale. Et ainsi de suite dans le... Voilà, dans le supérieur. Et même donc, dans la section anglophone. Voilà, dans la section anglophone. Alors, bon, ces administrations, je pense que le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'Éducation de base ont déjà fait des propositions. Parce qu'il s'agit de respecter la distanciation sociale, il s'agit de se projeter, de se protéger au moyen des masques, il s'agit de tous les autres gestes barrières. Ces dispositions devront donc être prises pour s'assurer que la reprise de l'école ne va pas déboucher sur un bond de la pandémie. On ne sera pas sorti de l'auberge, mais il faut que les enfants aillent à l'école. Et il faut qu'ils aillent à l'école étant parfaitement sécurisés. Donc, des dispositions seront prises pour que, et on évaluera ces dispositions pour voir si elles sont suffisantes pour sécuriser, n'est-ce pas, les enfants et le reste de la population. Alors, là, il s'agit des classes d'examen. Les classes intermédiaires, alors? Les classes intermédiaires, j'avoue que je ne saurais vous donner des informations là-dessus, mais je pense que on peut penser que les autres classes pourraient être évaluées à date. C'est-à-dire... le premier et le second trimestre. Le premier et le second trimestre, ça c'est une possibilité, quitte à ce que, à partir de l'année prochaine, on rattrape, n'est-ce pas, le différentiel qui n'aurait pas été enseigné au cours de cette année. Il y a une autre question très importante que beaucoup de personnes se posent. Ceux qui ont déjà versé les frais de scolarité, les élèves, par exemple des classes intermédiaires, n'ont pas terminé l'année. Est-ce qu'il y aura des compensations? Sinon, qu'est-ce qui sera fait? Parce que les parents qui ont déjà payé et l'enfant n'a pas terminé son cursus académique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je voudrais poser un peu comme ça une question un peu brutale. Ces parents-là qui pinailleraient sur, n'est-ce pas, des frais de scolarité qu'ils auraient payés et l'enfant n'a pas terminé l'année, auraient-ils préféré que leurs enfants terminent leur année académique, mais avec des obsèques et des funérailles au bout du compte, parce qu'ils seraient allés contracter le coronavirus? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle des intérêts supérieurs. Et des intérêts supérieurs, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir s'il y aura des compensations. Et même s'il devait y en avoir, je ne serais pas de ceux qui instruiraient une telle décision.
ce n'est pas de ma compétence. Mais je pose simplement une question qui est une question pratique. Moi, je préférerais avoir mon enfant à tout faire qui n'aura pas été à l'école pendant 1 an parce qu'il faut protéger sa santé, plutôt que de l'avoir 2 mètres sous terre parce qu'il aura été toute l'année à l'école et que je l'aurais perdu à la fin de l'année. Alors, pour sortir de cette émission, on va parler un peu, vous êtes le gouvernement, je suis le média. Pourquoi est-ce que la communication, tout au moins autour du coronavirus, se fait particulièrement par le média national? Parce que c'est la question qui revient un peu. Globalement, le gouvernement se retourne uniquement vers la chaîne nationale. Pourquoi, en temps de crise, il ne pense pas aussi à communiquer avec les autres médias locaux? D'abord, je ne pense pas que ce soit tout à fait cela la situation, parce que de là où je me trouve, les différentes sorties, si on s'en tient uniquement aux sorties des ministres, ont toujours fait appel à des médias privés. Oui, là, c'est quand vous faites des conférences de presse. Voilà. Mais lorsque vous avez des communiqués très importants, c'est à la CRTV que c'est donné. Bien, je ne... Et même l'accès à l'information, est-ce que c'est aisé pour nous? Bon, alors, vous savez, chaque jour, le ministère de la Santé tient un point de presse. D'abord, c'était le ministre lui-même. Maintenant, c'est madame le directeur de la promotion de la santé. Ce point de presse se fait au niveau du centre des urgences, centre opérationnel des urgences à Yaoundé. Il est ouvert à la presse. Il est ouvert à la presse. Il y en a qui font des directs. Il y en a qui envoient des reporters. Il y en a qui font des différés. Mais il est ouvert à la presse. Personne n'a intérêt, madame, à ce que l'information sur cette pandémie, qui est l'affaire de tous, et nous nous réjouissons d'ailleurs de ce que les médias à capitaux privés n'aient pas attendu, n'est-ce pas, qu'on leur demande qu'on leur envoie les contreparties financières pour s'engager. Et ça, il faut les saluer, parce que votre chaîne, d'autres, des radios, des journaux, consacrent un volume important de leur production à la sensibilisation sur cette pandémie. Ils n'ont pas attendu qu'on les appelle, mais je reçois ce que vous-même vous venez de dire, je reçois cela comme, je ne sais pas une doléance, mais en fait une remarque, et que nous ferons naturellement remonter à qui de droit. Parce que lorsque le ministre de la Santé va faire une sortie, par exemple, spontanément, c'est à la CRTV. Je ne sais pas, est-ce que c'est la CRTV qui va vers lui, ou alors il vient immédiatement? Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi faire, par exemple, le tour des autres médias? Parce que il faut noter que tout le monde n'a pas ou ne regarde pas la CRTV. Donc oui, l'information peut passer comme ça. C'est une évidence. Tout le monde, moi-même, il m'arrive de passer toute une journée sans regarder la CRTV. Donc, c'est évident, mais je vous l'ai dit, prenons ça comme une remarque, parce que si vous le dites, vous-même, journaliste de votre État, c'est que, eh bien, c'est le sentiment peut-être que la profession a de ce côté-là, c'est-à-dire du côté des médias à capitaux privés, qui remplissent une mission de service public de toutes les façons et en tout temps, au même titre, peut-être pas au même titre, peut-être pas avec les mêmes contraintes, mais qui remplissent une mission de service public qui est celle de l'accès du public à l'information. Merci beaucoup, professeur, encore pour votre disponibilité, et merci pour ces réponses données dans cette situation très délicate. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je reviendrai à tout moment quand vous m'inviterez à nouveau. En tout cas, j'ai été très honoré d'être votre invité. Non, sans préciser que vous avez été mon enseignant. Voilà, et tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi de me voir au bout de plus d'une dizaine d'années interviewé par celle qui fut
l'une de mes brillantes étudiantes. Merci beaucoup, professeur. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À très bientôt.